Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurane, bienvenue à vous. Il a peut-être 55 ans, 60 ans, on ne sait pas trop. Il a les cheveux poivre et sel, le regard rieur. Il s'appelle Pierre Bertrand. Et ce nom, il ne vous est peut-être pas si familier que cela. En revanche, si je vous décris une grande dame vêtue d'une robe verte, le nez long et crochu, coquette en un sens avec son camé et son sac à main, ennemie redoutable d'un petit garçon brun à lunettes qui a la malice comme grande qualité, vous me diriez instantanément, ou presque, Cornebidouille bien sûr, et le petit Pierre. À l'occasion de la grande fête des 20 ans des enfants de dialogue, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir Pierre Bertrand, le papa de Cornebidouille, auteur donc et grand conteur. Au fil de notre échange, nous allons parler des pouvoirs du conte, de l'enfance et du rôle des livres. Le conte à Brest, il est mis à l'honneur au travers des festivals Grande Marée et Petite Marée, des rendez-vous portés par Sylvie Pétron. Nous sommes allés à sa rencontre. Vos libraires, spécialisés en littérature jeunesse, vous confieront enfin des albums qui apparaissent aujourd'hui comme des iconiques, au même titre que Cornebidouille, de notre Pierre Bertrand. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti! Pierre Bertrand, merci de votre présence à nos micros aujourd'hui. Vous êtes auteur et conteur, et ce qui unit ces professions, ces dons, c'est bien l'art de raconter des histoires. D'où cela vous vient-il selon vous ? Depuis l'enfance, j'ai toujours eu un imaginaire qui était assez fécond. J'étais pas dans une famille où on racontait tellement d'histoires, à part peut-être ma grand-mère paternelle qui vivait sous le même toit que mes parents, qui en racontaient de temps en temps. Par contre, il y avait les livres et puis il y avait les disques. Je me souviens des lettres de Montmoulin, je me souviens de contes qui étaient classiques, que tout le monde a eu, je pense, hein, plus ou moins chez soi, Le vilain petit canard, et j'avais un goût pour l'écoute de ces histoires. Je crois que ça a fertilisé mon imaginaire et la lecture dès que j'ai pu lire. J'ai une passion pour la lecture, pour les récits imaginaires, mais pas que. Et je crois que j'étais un enfant qui, naturellement, de toute façon, avait un imaginaire assez fécond. Les mots, le plaisir des mots. J'ajouterais aussi la chanson, parce que mes parents avaient un électrophone et ils écoutaient beaucoup de chansons, qui sont aussi des histoires. Et donc, on avait les chanteurs de l'époque, mais celui peut-être qui m'a le plus nourri au niveau des mots et des histoires, c'est Brassens. Pour moi, Brassens est aussi un conteur. C'est un chansonnier, conteur. Et donc, j'adorais, même si je ne comprenais pas tout petit, déjà, ça me berçait, quoi. Et un côté hypnotique dans la voix, dans la musicalité aussi, oui, peut-être ? dans la rythmique, dans sa voix. J'ai toujours aimé la voix de Brassens, mais pas que, parce qu'il y a quand même des chansons dont je saisissais très bien le sens, même si en vieillissant, on voit qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais ça m'a nourri, mais tout petit. Je pense qu'à 4-5 ans, j'écoutais déjà Brassens, quoi. Donc c'était des histoires déjà. Donc c'est venu finalement d'un goût très vite pour l'oralité. Mm. Et donc on en arrive assez facilement au conte, Oui. au conte qui se transmet tout d'abord par voie orale. J'ai pu lire, Pierre Bertrand, que vous avez été éducateur spécialisé, Oui. et que c'est peut-être là, à ce moment-là, que vous avez perçu les pouvoirs du conte. Tout à fait. Donc j'avais déjà mené une réflexion à travers des lectures sur le sens caché des contes, et notamment à travers un ouvrage qui est assez célèbre dans le milieu des contes, qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées par Bettelheim. Et cet ouvrage m'avait vraiment intéressé, scotché, en me disant que oui, il y avait une lecture consciente des contes, mais il y avait aussi une lecture très inconsciente qui concernait les enfants, mais pas que, les humains en général, on va dire. Et après, j'ai eu des formations, notamment avec un formateur qui s'appelle Pierre Laforgue, qui était médecin psychanalyste et qui s'intéressait déjà beaucoup aux contes et qui menait des stages de contes sur Bordeaux. Et suite à ces formations avec lui, j'ai utilisé ses préceptes sur le centre de jour où je travaillais auprès d'enfants qui avaient entre 4 et 12 ans. Donc j'ai commencé à raconter comme ça, parce que je racontais pas avant. Je lisais
lisais beaucoup, mais je racontais pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bien de raconter, quoi. Et ça m'a tellement plu que j'ai commencé à raconter bénévolement comme ça dans des bibliothèques, des associations, des librairies. Et à un moment donné, je vais en faire mon métier à part entière. Donc j'ai laissé tomber mon ancien métier et je suis devenu conteur. Et sauriez-vous nous dire ce qui vous plaît tant dans le conte, la définition que vous en donneriez et pourquoi ce médium vous séduit-il ? Je crois qu'il me séduit parce qu'il me parle comme il parle, je pense, plus ou moins à tout le monde. Dans le conte, on parle d'amour, on parle d'amitié, on parle de jalousie, on parle de tout ce qui fait les lumières et les ombres de l'humanité. On peut aussi parler d'inceste dans Peau d'âne, on peut parler d'abandon et de dévoration dans Le Petit Poucet, on parle de traîtrise, mais on parle aussi d'actes héroïques. Et donc on retrouve sous un module imaginaire, on va dire, dans les contes tout ce qui nous pétrit de sombre ou d'éclairé en tant qu'humains. Et je crois que c'est pour ça qu'ils ont traversé les siècles. Parce qu'ils nous parlent, ce que je disais tout à l'heure, consciemment, mais inconsciemment. Sinon, je pense que ces récits qui ont des siècles et des siècles, qui au départ ne se transmettaient que par l'oralité, je pense que ces récits n'auraient pas survécu. Or, ils ont survécu, et on a encore toujours beaucoup de plaisir à écouter ces histoires. Alors vous le dites vous-même, à écouter ces histoires, parce que les contes, alors évidemment on peut les lire, mais ils se transmettent traditionnellement par voie orale. Ça aussi, ça vous plaisait de pouvoir raconter, pas seulement par écrit, on va y venir plus tard, mais par la voix ? Oui, alors c'était pas évident pour moi au départ parce que j'étais plutôt timide. Donc être sur une scène et raconter des histoires, ça a été quand même une lutte d'abord contre moi-même. Mais petit à petit, on s'y fait très bien. Bon, j'ai eu des formations aussi avec des conteurs. Et puis cette relation public-conteur m'a tellement plu, même si c'était compliqué pour moi au départ, que voilà, c'est un espace où on transmet quelque chose, mais où le public, même s'il ne parle pas forcément, donne beaucoup d'énergie aussi. Actuellement, vous avez créé des spectacles que vous donnez sur scène et des spectacles qui se dédient à la fois aux adultes et à la fois aux enfants. Donc ce matin, on a pu assister à un spectacle pour les enfants. Il y a une différence de jouer face à des adultes, face à des enfants. Ça nous engage différemment. Je dirais que sur les thématiques des contes, il n'y a pas tellement de différence que ça, puisque au départ, quand les contes ont été créés, on ne s'est jamais préoccupé de savoir s'ils s'adressaient aux enfants ou aux adultes. C'est le XXe siècle qui a fait qu'on a dit un petit peu à tort, mais vraiment complètement à tort, à mon sens, que les contes c'était pour les enfants. Les contes c'est pour tout le monde, les contes sont universels. Donc il y a des contes que je peux raconter aux enfants comme aux adultes. Je pensais au chant des génies, des petits lutins. Bon, je le raconte aussi pour les adultes. Après, il y a des histoires où je me dis non, là c'est quand même des thématiques plus adultes. Je vais pas raconter ça à des enfants. Mais pour moi, le conte est universel. Et dans votre manière de vous mettre en scène, d'un point de vue du corps, par exemple, est-ce que vous le faites différemment selon que vous vous adressez Non, pas tellement. Il n'y a pas vraiment de grande différence entre mes spectacles adultes et des spectacles enfants au niveau de ce qu'exprime mon corps. J'ai pas l'impression. Et le lendemain matin, l'homme s'est levé de bonne heure. Il a pris le chemin qui allait jusqu'au champ. Et quand il a été sur le champ, il a commencé à arracher les ronces. Et au moment où il a arraché les ronces, il a entendu « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et il a vu un petit lutin qui sortait de la terre. Dit l'homme, je coupe les ronces parce qu'après je voudrais labourer ma terre et semer mon blé. Attends, a dit le petit lutin, je vais t'aider. Et il s'est mis à chanter. Attention les petits doigts, on va t'arranger tout ça. Attention les petits doigts, on va t'arranger tout ça. Attention les petits doigts, on va t'arranger tout ça. Attention les petits doigts, on va t'arranger tout ça. Et le petit lutin avec sa paire de petites mains,
il a commencé à arracher toutes les ronces. Et ça allait tellement vite qu'en quelques secondes, il n'y avait plus une seule ronce sur le champ. Alors l'homme a voulu le remercier, mais hop, il avait déjà disparu sous la terre. Passons du côté des livres, Pierre Bertrand, si vous le voulez bien. C'est grâce à eux que l'on vous connaît à Dialogue, et c'est même grâce davantage encore au travers de vos personnages que l'on vous connaît. Vos personnages, c'est la diabolique Cornebidouille et le malicieux Pierre. Est-ce que vous pourriez nous parler d'eux et peut-être nous avouer si le petit Pierre a à voir avec le grand Pierre qui se trouve en face de moi? Eh oui, c'est vrai qu'ils ont le même prénom, ces deux-là. Étonnant. Étonnant. Donc, pour revenir à la première question, c'est l'histoire d'un petit garçon qui ne veut pas manger sa soupe et qui est donc confronté à une sorcière qui va essayer de se débarrasser d'elle. Alors, il y arrive dans chaque album, mais elle revient dans l'album suivant et il ne mange toujours pas sa soupe. Alors, à travers cette histoire, il y avait plusieurs thématiques que je voulais évoquer. La première, c'était comment cette sorcière représentant une peur, une angoisse qu'on peut avoir, elle apparaît la nuit quand même. Et moi, j'étais un enfant qui a fait des cauchemars, qui était plutôt assez trouillard la nuit. Je crois que j'avais envie de faire un album qui dise, de façon souriante, avec de l'humour, comment on peut se débarrasser soi-même de ces... alors se débarrasser ou contenir, puisqu'elle revient. Il ne s'en débarrasse pas forcément. Mais contenir ses peurs. Et je crois que cette sorcière qui grossit, mais qui peut être toute petite aussi, symbolise un petit peu cette peur qui peut devenir très grande, mais qu'on arrive à contenir, voire à s'en débarrasser aux toilettes. Voilà. Alors, pourquoi Pierre ? C'est vrai qu'au départ, cette histoire est née dans mes spectacles de contes, et je l'ai raconté ce matin, et quand j'évoque cette histoire, je parle de moi, je dis quand j'étais petit. Parce qu'il y a une part de réalité. C'est vrai qu'il pouvait arriver, comme beaucoup d'enfants, je pense, de faire des histoires autour de la table, des repas, pas forcément au niveau de la soupe, mais bon, moi mes parents sont d'une génération qui avait connu la guerre, donc les privations alimentaires, et c'est vrai que quand les 30 Glorieuses sont arrivées, que les couples, les foyers ont eu un peu plus d'argent, ça s'est manifesté par l'abondance de nourriture. Donc eux qui avaient connu la privation, pour les enfants ne pas manger ce qu'il y avait dans l'assiette, à l'époque, bon ça a peut-être changé depuis, mais à l'époque ça se faisait pas trop, quoi, voilà. Donc je pouvais me faire enguirlander, comme on dit, par mes parents, qui me menaçaient d'une voisine, qui tenait un bistrot et qui me faisait peur. On l'appelait Pétofer d'ailleurs, et elle n'était pas commode du tout avec les enfants. Qui est donc à l'origine de Cornebidouille. Et dès qu'il y avait un petit bruit dans la maison, j'imaginais que c'était cette femme qui venait dans ma chambre. D'où le fait de parler à la première personne. Et ensuite, je me suis servi de ce personnage au départ tiré d'un souvenir réel pour créer le personnage de Cornebidouille qui, elle, est complètement dans l'imaginaire. Et quand avec Magali Bognol, l'illustratrice de Cornebidouille, entre autres, je lui ai proposé cette histoire qui lui a beaucoup plu, je lui ai dit, on change mon prénom. Elle m'a dit, non, on garde ton prénom, c'est trop rigolo. Et tout ça. Et d'ailleurs, sur l'album, elle m'a fait une bouille qui était à peu près la mienne quand j'étais petit, quoi. Même le pyjama ressemblait à ça. Alors, une des choses que je retiens dans ce que vous venez de dire, c'est que initialement, c'était une histoire que vous racontiez. Donc, vous êtes passé ici de l'oral à l'écrit. Oui. Comment ça se passe, ce processus, en fait ? Admettre de figer finalement par écrit quelque chose qu'on compte. C'est une expérience drôlement étonnante et enrichissante parce que c'est la confrontation de deux imaginaires, mon imaginaire à moi et l'imaginaire de l'illustratrice. Ça a été un travail à quatre mains. Voilà, c'est ça. Et donc, quand l'éditeur a accepté qu'on travaille sur cette histoire avec Magali, j'ai rejoint Magali qui à l'époque habitait à Marseille, et on s'est enfermé 48 heures pour savoir comment on allait adapter ce récit qui était complètement dans l'oralité. Et ça a été passionnant parce que Magali m'a aussi obligé, ou plutôt appris à imaginer en dessin. C'est-à-dire, elle me disait, là, tu vois ton texte,
c'est peut-être pas la peine de dire ça, on peut le dire par le dessin. Donc c'était une histoire d'équilibre. Et puis ce qui était magique aussi, c'est qu'elle allait donner une représentation par l'image, d'une représentation qui était purement imaginaire pour moi. C'est-à-dire que Cornebidouille, au départ, n'était pas du tout rondelette dans mon imaginaire. Elle pouvait grossir, certes, mais c'était plutôt une sorcière anguleuse, maigre, beaucoup plus menaçante que le personnage qu'elle a créé. Et elle m'a dit, Pierre, la sorcière que tu décris dans ton imaginaire, il me semble qu'elle est un peu trop menaçante pour des tout petits. Et elle l'a arrondie. Et elle l'a rendu chic d'ailleurs. Hein. Elle a fait une jolie robe verte. Elle a un petit chapeau, un sac à main, un petit médaillon. Et c'était totalement étonnant pour moi. Ça correspondait pas forcément à mon image, à mon imaginaire, à l'image que je m'en faisais. Et finalement, je l'ai adopté comme ça parce que je trouvais que c'était aussi une représentation très très intéressante. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous vous imaginez Cornebidouille, vous voyez tout de suite celle-ci. Je crois que l'image fixe l'imaginaire. Voilà. C'est à la fois enrichissant. Nous, quand on lit un livre sans image, et qu'on se fait notre propre cinéma. Mais justement, quand ce livre est adapté ensuite au cinéma, parfois on est déçu parce que les imaginaires ne correspondent pas entre le cinéma qu'on s'est fait intérieurement et ce qu'on va voir sur l'écran de cinéma. Mais il se trouve qu'avec Magali, il m'a fallu un temps d'adaptation, mais j'ai complètement adopté son imaginaire à elle. Bon, il s'est trouvé que ça a été une rencontre formidable aussi, qu'on s'est bien entendu, qu'on est devenus amis, donc on a trouvé une vraie complicité autour pas que de Cornebidouille, mais notamment de Cornebidouille. Donc on pourrait dire que Magali est la maman de Cornebidouille. Oui, complètement. Oui, complètement. Donc vous le disiez tout à l'heure, ces albums questionnent la notion de peur. Donc la peur de la sorcière, donc qui représente l'angoisse. Mais au fil des albums, on voit comment Pierre parvient à déjouer à chaque fois les vilains tours que lui tend cette sorcière. Je trouve qu'il y a aussi un merveilleux message que l'enfant envoie aux adultes aussi, quelque part, d'un enfant qui parvient toujours à retomber sur ses pattes. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, et qui est confronté à lui-même, c'est-à-dire qu'il est le seul à voir Cornebidouille. Bien que ce soit le père qui a amené ce personnage, mais qui l'a amené sous forme de menace plus ou moins humoristique. Mais il est vraiment confronté à ce personnage dans la nuit, toujours dans la nuit, et c'est un face-à-face. Voilà. Et le lendemain matin, elle n'est plus là, mais lui en parle. Voilà. Donc effectivement, c'est autour de cette thématique de qu'est-ce que je fais moi-même de mes propres peurs, comment je les contiens. Et je crois, d'après les retours que j'ai des enfants, des parents, que ça leur parle aussi à ce niveau-là aux enfants. Que ce soit dans votre spectacle ce matin ou dans d'autres albums que vous avez écrits, je pense à Nima et l'ogresse ou Les Trois cochons petits et Le méchant grand loup, il y a encore cette notion de peur qui est mise en avant et cette capacité qu'a l'enfant à s'en sortir malgré tout. Pourquoi, selon vous, c'est important d'en parler de la peur dans la littérature jeunesse ? C'est comme dans les contes, en fait, si vous regardez les contes, ce sont souvent des héros ou des héroïnes qui sont confrontés à des personnages plus ou moins monstrueux, enfin des ogresses, des sorciers, des dragons, des maléfices, des sorts. Donc le conte dit ça aussi, dit comment, qu'est-ce qu'on fait d'une situation catastrophique, par quelles épreuves ces situations vont nous faire passer et comment moi je vais maturer dans ces épreuves pour, je pense, symboliquement dans les contes, accéder à l'âge adulte. Quand les contes disent « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le héros, au départ, qui était un enfant ou un adolescent, est en capacité maintenant, à travers tout ce qu'il a connu et subi, mais aussi circoncis au niveau de ses épreuves, est devenu un adulte mature sexuellement et psychologiquement. Je crois que c'est ça que ça dit dans les contes, surtout dans le conte merveilleux. Pas tous les contes, mais beaucoup de contes. Ce qui est irrésistible dans Cornebidouille, ce sont bien évidemment les insultes, aussi imagées que farfelues. Est-ce que c'est un gros travail, Pierre Bertrand, que d'imaginer des insultes qui soient à la fois mignonnes et efficaces ?
Alors, je dirais pas que c'est un gros travail pour moi parce que ça me vient assez naturellement depuis que je suis tout petit. Mes parents me disaient déjà que je détournais les mots quand j'étais petit. Moi, je m'en souviens pas tellement, mais donc je pense que j'avais cette capacité et les mots m'ont toujours plu de toute façon. Et ma fille me faisait une réflexion l'autre jour parce que j'étais aussi un grand admirateur de Tintin et dans Tintin du capitaine Haddock. C'est le capitaine Haddock au niveau gros mots, c'est Il une est fort. bibliothèque, c'est un voilà. Et quand je n'y avais pas pensé, mais je trouvais que ce qu'elle me renvoyait était juste. Et je ne veux pas faire de comparaison avec Hergé, mais peut-être que Cornebidouille, c'est la capitaine Haddock du côté féminin, dans tout ce qu'elle peut dire comme gros mots. Mais Pierre en dit aussi. Oui. Voilà. Après, c'est le plaisir des sonorités, des musiques. J'aime bien quand ça. Parce qu'en fait, ce sont des vrais faux gros mots. Grosse patate à chapeau, fessu du popotin. Gibette déplumée, pu du bec des toilettes. Il y a cette musicalité aussi qui est importante pour moi. Et du coup, vous faites jaillir le rire aussi. Quand on nous lit l'histoire ou quand on l'entend, on trouve ça drôle. C'est important pour vous qu'il y ait un peu d'humour comme ça Bah dans oui, ces c'est même écrits. essentiel parce que je pense, puisqu'on parlait des peurs, c'est ce qui va mettre la distance. Voilà. Parce que. Et puis c'est bon souvent les parents. Cornebidouille, souvent j'entends dire que c'est une histoire qu'on lit en famille. Donc les parents rigolent autant que les enfants. Bah oui, bien sûr, susciter le rire, et puis prendre de la distance et faire d'un truc qui pourrait être, ouais, avoir peur la nuit, on pourrait le traiter différemment. Ça a été traité différemment. Mais c'est vrai que je pense que dans beaucoup de mes albums, la dimension d'humour est importante. Oui. Donc Cornebidouille, elle connaît un énorme succès. C'est un jeu de société, ce sont des pièces de théâtre. Est-ce que c'est un peu vertigineux comme ça de la voir s'émanciper tant, ou est-ce qu'au contraire c'est très très chouette? C'est très chouette, c'est très étonnant. Je suis toujours étonné au fil des années parce que Cornebidouille est né, le premier album c'était en 2003, de la voir grossir, c'est le cas de le dire, et surtout de l'avoir vu s'installer dans les familles. J'ai jamais imaginé ça. Je veux dire, quand j'ai créé Cornebidouille, voilà, c'était la rencontre avec Magali. J'étais très content de ce livre qu'on avait fait tous les deux, mais j'aurais jamais imaginé qu'elle ait cette reconnaissance, on va dire, et qu'elle prenait place comme ça dans l'imaginaire des familles au fil des années. Non, je ne l'explique pas. Je m'en réjouis. C'est pas vertigineux, non, c'est surtout que pour moi, elle ouvre beaucoup de portes de rencontres et sur des supports très différents parce qu'elle a été adaptée donc au théâtre plusieurs fois. Elle était adaptée aussi, il y a une troupe sur Genève qui l'a adaptée en marionnette, c'est un travail auquel j'ai participé et il est question qu'elle soit adaptée en dessin animé aussi en long métrage. Et en podcast, non? Et en podcast aussi, Je crois. qui était une aventure sonore qui était formidable aussi. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire, nous, en confession, si on aura la chance de lire d'autres nouvelles aventures de Cornebidouille? Bon, mais vous le répétez à personne. Non, promis. Bon, ça reste entre nous. Eh ben, en fait, à partir des podcasts, puisque vous les évoquez, il y a qui sont 5 histoires inédites de Cornebidouille qui sont parues il y a 1 an environ. Il y a une histoire, le premier podcast, qui parle de l'enfance de Cornebidouille. Donc comment cette sorcière, qui au départ était une adorable, mais une princesse toute mignonne, comme on voit dans les contes de fées, fondante, craquante, que tout le monde aimait, est devenue une abominable sorcière. Et ce podcast, qui va devenir un album, je pense qu'il devrait sortir en octobre 2022, donc l'album expliquera La genèse de Cornebidouille. voilà, la genèse de Cornebidouille et comment cette princesse s'est transformée en sorcière. Notamment avec la soupe qui tient toujours un élément très important. Un rôle. Nous sommes impatients de le découvrir. Ben là, Magali, l'illustratrice, est en train de travailler dessus. Voilà. Super. Eh bien, merci 1000 fois. Merci à vous. Pierre Bertrand pour cet échange. Merci.
À Brest, il existe 2 festivals qui portent le conte à destination de tous les publics. Rencontre avec Sylvie Pétron, qui en est la chef d'orchestre. Sylvie Pétron, vous êtes coordinatrice des festivals Grande Marée et Petite Marée. Vous faites partie de l'association ADAO, une association pour le développement des arts de l'oralité. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans le podcast de Dialogue après avoir entendu la parole du conteur Pierre Bertrand. Donc on parlait à l'instant de Grande Marée, de Petite Marée. Ce sont des festivals qui se déploient en terre brestoise. Pourriez-vous nous en parler un peu plus précisément ? Les festivals Grandes et Petites Marées sont des festivals qui s'étendent en effet sur le nord du pays de Brest, qui impliquent 15 à 18 communes suivant les éditions. Sur une semaine pour Petite Marée, 15 jours pour Grande Marée. L'idée, c'est de construire un festival multipartenarial. Toutes les séances sont organisées en partenariat avec un lieu qui les accueille, que ce soit des lieux d'éducation populaire, comme des maisons pour tous, des centres sociaux, des médiathèques, ou encore des lieux de spectacle, comme la Maison du Théâtre ou d'autres espaces culturels. Donc comme de nombreuses autres manifestations culturelles, vous en avez été empêché l'année dernière. Que ressentez-vous aujourd'hui à voir Grande Marée démarrer dans quelques jours ? C'est un énorme plaisir. On attend ça depuis tellement longtemps. Je crois qu'il y a des spectacles qui étaient déjà programmés l'année dernière, qui sont programmés cette année, qu'on attendait vraiment avec impatience, qui étaient en plus au début de leur vie, dans leur phase de création. Donc ça y est, on va les voir prendre leur envol sur le festival. Et ça va être un moment très émouvant. Et je pense que les conteurs comme nous attendons ça avec la même impatience. Surtout retrouver le public et l'émerveillement. Alors, Petite Marée, ça s'adresse davantage aux petits-enfants, Grande Marée, aux enfants un peu plus grands et aux adultes. Vous prouvez par là que le conte a un côté comme ça, touche à tout le monde. C'est ça qui vous plaît notamment dans ce médium-là ? Oui, tout à fait. On lutte beaucoup encore contre ce cliché que le conte n'est que pour les enfants, mais en réalité, si on prend les grands textes, souvent le conte était à destination des adultes ou des enfants à partir de l'âge de raison, c'est-à-dire 7 ans. C'est déployé depuis toute une littérature jeunesse et puis des histoires pour les plus petits. Ce qui est rigolo, c'est d'avoir ces 2 festivals pour pouvoir à la fois explorer ce terrain que sont les comptines, les historiettes, les jeux de doigts, les jeux de nourrice qui sont transmis depuis des siècles sur le festival Petite Marée quand on s'adresse aux 0,5 ans, et Grande Marée où là on va aller explorer des nouveaux champs, c'est-à-dire faire une place au conte traditionnel mais aussi à des expressions beaucoup plus contemporaines. Et c'est ce mélange qui est génial. Et en effet, il y a énormément de spectacles pour adultes dans le festival. Il faut un petit peu sauter la barrière et venir voir pour se rendre compte à quel point ce voyage immobile qu'on vous propose est assez saisissant et peut plaire à tout le monde, peu importe l'âge. Alors ces arts de l'oralité et le conte en particulier, en quoi vous semble-t-il essentiel à nos sociétés actuelles ? Qu'est-ce qu'il nous apporte ? Alors le conte d'abord, c'est un art de la relation. C'est-à-dire, le conteur s'adresse directement à vous. La relation qui s'établit est quelque chose d'assez unique dans les arts du spectacle vivant. C'est une discipline qui est en constante mutation, qui fait travailler l'imaginaire, qui emporte un peu tout le monde. Je pense que c'est peut-être le premier art. On peut imaginer largement, il y a eu des théories là-dessus, qu'autour du feu, les premiers hommes commençaient déjà à se raconter des histoires. Donc ça parle au ventre et on se rend compte aussi que les histoires sont universelles et qu'on retrouve beaucoup de schémas de nos contes bretons quelque part en Asie ou en Afrique. Et c'est assez fabuleux d'imaginer à quel point les histoires ont pu circuler. Alors Pierre Bertrand dont on parlait, lui s'adresse particulièrement aux enfants, ou en tout cas c'est dans ce cadre-là qu'on l'a reçu, mais il y a des spectacles aussi pour les plus grands. En quoi c'est important de raconter des histoires aux enfants ? Ça développe le langage, l'imaginaire, le rêve, la créativité. Et puis c'est un moment de partage complètement inouï quand on raconte une histoire à voix haute. D'ailleurs, on a accueilli des conteurs ici qui disent qu'il n'y a pas d'âge pour continuer à raconter des histoires à voix haute aux enfants et qui encouragent les parents à lire des BD ou même des petits romans jusqu'à ce que en fait, ce moment de partage n'ait plus lieu d'être. Mais finalement, c'est pas parce que l'enfant commence à lire qu'il faut arrêter de lui raconter des histoires. Et ça, je pense qu'on le partage ensemble. Alors justement, ce mot partage, il est essentiel. Et dans le spectacle de Pierre Bertrand, par exemple, les enfants interagissaient énormément. Ça riait, ça répondait, ça répétait. C'est ça aussi le conte, un moment en live de partage et d'échange. Oui, vraiment, surtout pour les spectacles jeunes publics. L'idée, c'est vraiment d'interagir, comme je vous disais, on est dans l'art de la relation, on est dans l'interaction. Alors, quand on dit interaction, c'est pas spécialement je lance quelque chose, il faut répondre, mais c'est qu'il y a de la place pour l'échange. Et l'idée dans Petite Marée, c'est qu'on propose des toutes petites formes à base de petits bouts d'histoire, de petits bouts rimés, de comptines, de jeux de doigts, pour que chacun puisse repartir avec à la maison et refaire ça au sein de son foyer. Tant qu'à en réinventer soi-même, justement, tout est permis. Alors, si vous deviez nous confier un temps fort du festival Grande Marée, lequel ce serait ? Oh mon Dieu,
Ça, c'est le truc impossible. Je dirais la clôture à la Maison du Théâtre avec Yannick Jolin, parce que c'est un grand monsieur du conte qu'on est ravis d'accueillir. Il n'était pas venu depuis 20 ans. Et aussi parce que c'est toujours un moment très émouvant, la clôture d'un festival. Ça vient ponctuer 15 jours de rencontres, d'échanges, d'émotions. Et au moment où le dernier mot est posé, on pense déjà à l'année suivante. Merci beaucoup Sylvie Pétron et excellent festival à vous. À l'heure où sort ce podcast, le mercredi 1er décembre, vous pouvez encore assister à une partie du festival Grande Marée et à la soirée de clôture notamment qui se tient le samedi 4 décembre. Cet épisode s'achève avec la voix de 4 libraires, pour qui la littérature jeunesse est bien plus qu'une passion, une forme de sacerdoce. Dans leur carrière, ils et elles sont tombés sur des livres qui, par magie, se sont imposés à leurs yeux comme des iconiques. Des albums qui passent les générations sans prendre aucune ride. Jérémy de la librairie Dialogue et les 3 brigands. De Tommy Ungerer, qui est malheureusement décédé il y a quelque temps en 2019. C'est un auteur phare de la littérature jeunesse, il avait le prix Andersen en 1998. Et je vais te parler du coup de cet album qui est paru en 61 pour l'édition originale et en 68 à l'école des loisirs. Les premiers mots de cet album sont certainement gravés, je pense, dans l'imaginaire collectif de pas mal de générations de lecteurs, avec ces mots « Il était une fois 3 vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre et le troisième une grande hache rouge. » Les 3 brigands, c'est un vrai conte dans la plus pure tradition du genre. Ungerer nous livre un récit qui est ancré dans l'imaginaire, qui reprend les recettes de ses illustres prédécesseurs. On va de Perrault au Grimm. C'est l'histoire de 3 bandits de grand chemin qui vivent que pour dévaliser les voyageurs au clair de lune, jusqu'au jour où ils vont se retrouver à emporter la petite Tiffany, orpheline qui se rend chez une vieille tante acariâtre. Le texte se prête particulièrement à la lecture à voix haute et les planches jouent sur 4 couleurs majeures, le noir, le bleu, un rouge vif et un jaune doré. Les 3 brigands, c'est un texte d'une simplicité redoutable et c'est ce qui en fait une grande réussite. C'est un conte à la portée universelle qui est traduit et publié dans le monde entier. De par son auteur, son texte, ses illustrations et sa couverture iconique, les 3 brigands s'imposent comme l'une des grandes références de la littérature pour enfants. Margot des enfants de dialogue. Alors moi j'ai choisi de parler de L'Enfant et la baleine de Benji Davies, qui est donc publié chez Milan, qui existe en grand et en grand format et en format cartonné. Donc c'est un album qui marche très très bien, qui est sorti aux alentours des années 2010 et qui raconte l'histoire d'un petit garçon, Noé, qui en se baladant un jour sur la plage va trouver un baleineau échoué en fait et va vouloir le ramener chez lui. Et où cache-t-on un baleineau chez soi ? Dans sa baignoire. Et donc il va en fait se lier d'amitié, si tant est qu'on puisse se lier d'amitié avec un baleineau, lui raconter son quotidien, sa vie, ses histoires, et quand son papa va rentrer, forcément ça ne va pas être idéal, puisque le papa va lui faire comprendre qu'on ne peut pas garder un baleineau chez soi et que le baleineau est fait pour grandir dans la mer avec le banc de baleines. Et donc ils vont le ramener en pleine mer, le relâcher, et bien que Noé soit un peu triste parce que c'était quand même cool d'avoir une baleine chez soi et de pouvoir lui raconter sa vie, il comprend malgré tout, il comprend qu'effectivement la nécessité de relâcher la petite baleine dans la mer, et même si il est un peu triste de l'avoir laissée, il espère quand même l'apercevoir un jour. Et c'est vrai que c'est un album qui est très coloré avec des illustrations qui je pense parlent à la plupart des enfants, et qui se finit sur une très belle illustration où Noé, en fait, lors d'un pique-nique avec son papa, aperçoit au loin le petit baleineau avec sa maman baleine. Pascal, des enfants de dialogue. Le Noël de Balthazar, aux éditions Hatier. Ce livre est sorti pour la première fois en 1998. Et depuis ce temps, chaque époque, à Noël, on le sort et on le conseille avec beaucoup de plaisir. Donc, en fait, l'histoire, c'est l'histoire de Balthazar et son ami Pépin. Donc, c'est les préparatifs de Noël, les parents décorent la maison. Et Balthazar a envie d'offrir un très beau cadeau à son ami Pépin, mais il n'a pas d'argent. Donc, comme il n'a pas d'argent, il va prendre ce qu'il a de plus cher. Donc, ce qu'il a de plus cher, ce sont ses billes, sa collection de billes. Donc, il va prendre sa collection de billes et il va aller voir le marchand de jouets. Et donc, il va demander au marchand de jouets s'il est possible d'échanger sa collection de billes
contre un petit trésor qu'il trouverait dans le magasin. Et donc, Balthazar va ainsi céder ses billes contre un petit conducteur de bus, enfin conducteur de train plus précisément, parce qu'il se dit que ce sera super pour le train de Pépin. Pendant ce temps, Pépin lui aussi a envie d'offrir un cadeau à son ami Balthazar, et il a le même souci, il n'a pas d'argent. Et il va aussi trouver Monsieur Merlin, donc le marchand de jouets, et lui aussi choisit ce qu'il a de plus précieux, à savoir son train. Et en échange de son train, il va trouver une petite boîte pour que Balthazar puisse ranger ses billes. Et donc c'est Noël, et chacun va offrir son cadeau. Donc en fait, Balthazar, il va recevoir un superbe coffret pour ses billes, sauf qu'il n'a plus de billes. Et Pépin va recevoir un petit conducteur pour son train, mais il n'a plus de train. Et à ce moment-là, c'est la magie, puisque le marchand de jouets vient sonner à la porte et va leur offrir 2 cadeaux. Et dans ces cadeaux, ils vont retrouver ce qu'ils avaient déposé. Donc finalement, ce sera un super Noël. Et ce qui est très très beau dans ce livre, ce sont les illustrations. Et aussi le personnage de Balthazar, qui est Donc il y a énormément de livres dans la collection Balthazar. Et Balthazar, on le retrouve toujours en bébé, en fait, en poupon, toujours habillé de la même façon. Donc en fait, il s'appelle Balthazar, mais finalement, ça peut être une fille, un garçon. C'est un petit personnage très très mignon. Et enfin, Amélie, de la librairie Dialogue. Moi, j'ai choisi de parler de L'Arbre sans fin, de Claude Ponty, qui est un album qui a été publié en 1992 par l'École des loisirs. Et dans cet album, Hippolène, l'héroïne, elle va partir à l'aventure en parcourant les différentes branches de son arbre maison. Et elle va vivre une véritable quête initiatique, où elle va partir à la recherche d'elle-même, à la recherche des racines de son arbre aussi. Et pour moi, c'est vraiment un indémodable dans mes albums. C'est un album qui m'accompagne depuis que je suis toute petite. Et c'est aussi un album de Claude Ponty, donc, qui est un grand auteur de littérature jeunesse, qui a un univers très riche, qui laisse la part ouverte à l'imagination, qui permet au lecteur de rêver, de s'émerveiller. Et c'est un album aussi qui aborde des sujets très variés, qui sont toujours d'actualité, comme la quête de soi, le deuil, l'ouverture au monde. Et comme notre héroïne, Hippolène, on comprend qu'il y a toujours quelque chose à découvrir et que chaque monde est comme un arbre sans fin. Retrouvez cette sélection d'indémodables et bien plus sur www.librairiedialogue.fr. Cet épisode des éclaireurs de dialogue est terminé. Un grand merci à Pierre Bertrand, Sylvie Pétron, Jérémy, Amélie, Pascal et Margot. Vous pouvez retrouver tous les livres cités dans ce podcast en légende de cet épisode et sur le site internet de la librairie, librairiedialogue.fr. Le podcast Les éclaireurs de dialogue est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre de jolies étoiles et à parler de ce podcast autour de vous. À très vite.